Squatteurs et squatteuses des internets, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Tu l'as vu mon culte, consacré à certains de nos films cultes respectifs, malheureusement trop peu connus du grand public. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'excellentissime Boogie Nights du non moins excellent Paul Thomas Anderson. À ne pas confondre avec Paul W.S. Anderson, réalisateur tâcheron responsable de la saga Resident Evil au cinéma ou de toute mauvaise adaptation vidéoludique d'ailleurs, ni même à Wes Anderson, réalisateur de talent cette fois-ci, à qui l'on doit entre autres les pépites La Famille Tannenbaum ou The Grand Budapest Hotel. Ceci étant dit, avant d'entrer dans le vif du sujet et d'attaquer le plat de résistance, contextualisons un peu tout ça en faisant une petite présentation de ce bougre de PTA. Car oui, Paul Thomas Anderson, que l'on nommera aisément PTA pour des raisons évidentes de repos de mes maxillaires supérieurs et inférieurs, est un réalisateur, scénariste, producteur américain né en 1970 à Studio City, Californie. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup, car sa région natale l'inspirera fortement tout au long de sa filmographie et encore plus aujourd'hui avec le film chroniqué. PTA débute donc sa carrière à 26 ans avec le film Hard Eight ou Double Mise, connu également sous le nom de Sydney aux USA, doté d'un solide casting qui ferait rêver n'importe quel apprenti cinéaste. On retrouve en effet Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow ainsi que des comédiens qui feront partie intégrante de la sphère Anderson sur ses prochains longs métrages. John C. Reilly, Philip Baker Hall ou le regretté Philip Seymour Hoffman. Mais ce film laisse un goût amer à PTA se voyant évincé du montage pour connaître le tragique sort du film monté par le studio, lui ôtant au passage la paternité de son œuvre. Méchat échaudé craint l'eau froide, comme disent les jeunes. Le bonhomme ne fera ni une ni deux pour exiger le sacro-saint Final Cut sur ses prochains films, lui conférant le pouvoir absolu sur le montage définitif. Un an plus tard sort Boogie Nights, qui fera de lui la nouvelle coqueluche hollywoodienne. C'est en 1999 que le casting XXL de Magnolia se dévoile sur grand écran en tant que film choral lorgnant vers le shortcut de feu Robert Altman. Le film est primé Ours d'Or à Berlin et offre dans la foulée le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle à Tom Cruise. Comme quoi, quand on est bien dirigé... En 2002, il s'essaye à la comédie romantico-sentimentale façon Anderson tout de même avec Punch Drunk Love écrit sur mesure pour le comique américain Adam Sandler. En 2008, sort son film le plus ambitieux, There Will Be Blood. Cette magnifique fresque historique sur fond de découverte du pétrole voit Daniel Day-Lewis décrocher l'Oscar du meilleur acteur et remporte également l'Ours d'Argent à Berlin, festival qui semble l'apprécier apparemment. Conscient de son savoir-faire et de son talent, PTA s'offre en 2012 avec The Master, une libre adaptation de la vie de Ron Hubbard, fondateur de l'église de Scientologie. Presque trop maîtrisé, le film sombre malheureusement dans la démonstration, quitte à devenir limite formel. On notera tout de même les excellentes prestations de son trio d'acteurs, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman et Amy Adams. En 2014, le ton se veut plus léger avec Inherent Vice, film tiré du roman éponyme de Thomas Pynchon réputé inadaptable. On retrouve au passage le toujours parfait Joaquin Phoenix ainsi que Josh Brolin. Mais parlons peu, parlons bien et enchaînons sans plus attendre sur le but de cette vidéo, le film qui a amorcé ma carrière de cinéphile, Boogie Nights. À seulement 27 ans et pour son second long métrage, PTA signe une œuvre forte qui se glisse instantanément dans les classiques du cinéma contemporain américain. Dans la Californie de la fin des 70s, on y suit Eddie Adams, interprété par Mark Wahlberg, dont le rôle était initialement prévu pour Leonardo DiCaprio, qui déclinera l'offre pour un film qui passera presque inaperçu, un certain Titanic. Le jeune Eddie, adolescent de 17 ans déscolarisé, travaille à la plonge dans une boîte de nuit. Un soir, il rencontre le célèbre Jack Horner, réalisateur de films pour adultes. Gâté par la nature car doté d'un pénis de 33 cm, Eddie ne tardera pas à faire son entrée dans le monde du porno sous le pseudo de Dirk Diggler et deviendra rapidement une star dans le milieu. Si ce canevas scénaristique s'appuie sur une recette éprouvée, le fameux Rise and Fall américain, où l'on suit l'ascension fulgurante d'un personnage parti de rien vers son inéluctable chute, les exemples les plus connus étant Scarface, Les Affranchis ou plus récemment Le Loup de Wall Street, les propos du film ne reposent, fort heureusement, pas uniquement sur ça. Les véritables obsessions de PTA sur son œuvre étant les relations qui lient les différents protagonistes et le passage aux années 80. Le film débute en 1977 dans la San Fernando Valley et s'ouvre sur un magnifique plan séquence à l'efficacité redoutable car il permet de présenter très graphiquement et en un minimum de temps la majorité des personnages que nous allons suivre sur ces 2h30 de film. En effet, l'histoire va s'attarder à développer, à des degrés divers tout de même, une dizaine de personnages. Dirk, Jack, Amber, Roller Girl, Little Bill, Reed, Buck, Maurice ou encore Scotty J, et qui formeront la famille d'adoption d'Eddie. Entre une relation conflictuelle avec sa mère et un père démissionnaire, le socle familial de l'adolescent s'effrite inexorablement et il trouvera dans ses nouveaux collègues de travail la reconnaissance salutaire qui lui manquait tant. Tout ce beau monde vit en quasi-autarcie dans la maison de Jack Horner qui devient quasiment en elle-même un personnage à part entière puisqu'elle abrite les enjeux entre les protagonistes et voit naître et se défaire les nœuds conflictuels sous le regard de son propriétaire, véritable patriarche de toute cette tribu. Car si cette galerie de personnages fonctionne, c'est qu'elle est construite sur un archétype qui nous parle à tous, cette fameuse famille. Jack en père, comme je viens de le dire, Amber en mère aimante et protectrice, Dirk en fils prodige, Reed en grand frère suiveur et à l'humour approximatif, Roller Girl en petite sœur un peu paumée,
plus tous les tontons et cousins-cousines avec leurs secrets et petits travers. PTA est un réalisateur qui aime ses acteurs et ça se voit. Même peu de temps à l'écran, certains protagonistes se voient dotés d'un solide background grâce au talent combiné de l'écriture et du montage. Et les suivre en fil rouge tout au long de l'histoire apporte la respiration dont le film a besoin. Ouvertement influencé sur la forme et même sur le fond par des cinéastes comme Martin Scorsese ou Robert Altman, PTA admet plus volontiers avoir piqué une partie de son style à Jonathan Demme, à qui l'on doit entre autres Le Silence des agneaux ou Philadelphia. Car si l'on doit parler technique, eh bien parlons technique. Plusieurs plans séquences notables parsèment le film. J'ai déjà parlé de celui qui arrive en introduction, mais un second situé un peu plus tard dans l'histoire fait sans aucun doute possible écho à un autre plan séquence mythique du cinéma dans le fameux Soykuba de Mikhail Kalatozov. Tout y est ou presque, soleil de plomb, discussion autour d'un verre, petite pépé en bikini et une caméra qui finit dans l'eau. Il y a tout, je vous dis. Pour certains de ses détracteurs, PTA n'a donc rien à proposer de nouveau sous le soleil, tant il pille dans les filmographies de ses cinéastes favoris. Et si je ne peux décemment pas leur jeter la pierre, force est de constater qu'il est quand même un recycleur de talent, prouvant à seulement 27 ans qu'il est capable d'ingurgiter des heures et des heures de films pour en tirer la substantifique moelle et ressortir une œuvre qui lui est étrangement propre, au même titre qu'un autre recycleur de talent, un certain Tarantino. Mais contrairement à ses films suivants, PTA n'est pas encore dans la recherche de l'esthétique absolue ou de la performance visuelle comme le seront There Will Be Blood ou The Master. Ici, certains plans ne sont pas forcément très bien cadrés avec des pertes de points fréquentes. Peut-être aussi pour coller avec l'environnement des productions pornographiques dont l'amateurisme de certaines œuvres n'est plus approuvé. Et la transition est toute trouvée car l'un des autres thèmes développés dans la seconde partie du film est le passage des années 70 aux années 80 et notamment le virage technologique qu'il a amorcé. Dans Boogie Nights, le milieu du porno ne sert que de prétexte à un changement d'époque et de mœurs, cette industrie pesant énormément dans la balance de nos habitudes de consommation de produits audiovisuels. Précurseuse, elle a en effet imposé le format VHS au début des années 80, puis la démocratisation du DVD, de la HD, de la 3D ou même aujourd'hui de la VR. Et c'est bien ces deux mondes qui s'opposent, celui du cinéma à l'ancienne avec pellicule, scénario et savoir-faire dont Jack Horner est un des derniers chantres, et celui du profit immédiat avec des productions moins chères, de qualité médiocre et toujours plus nombreuses. En tant que gros consommateur de films porno sur pellicule, PTA nous montre son désenchantement et la perte de romantisme liée à ces nouveaux supports. Plane aussi le spectre des années SIDA où l'insouciance des 70s paillettes et disco fait place à un futur plus sombre, à la société individualiste qui fait la part belle au Golden Boy de Wall Street. Vous l'aurez donc compris, sous ses airs parfois grivois, Boogie Nights développe des thèmes beaucoup moins triviaux qu'ils n'y paraissent. Et même si l'excellente bande-son disco-funk allant des Commodores à Marvin Gaye, en passant par les Beach Boys, représente plus une époque qu'un apport funky sur lequel marketait le film, force est de constater que l'œuvre du jeune Anderson est d'une ambition folle à faire pâlir ses aînés et s'inscrit logiquement au panthéon des meilleurs films de cette fin du XXe siècle, et je pèse mes mots. Il fait clairement partie de mon ADN de cinéphile, et son influence a été majeure pour un film que j'ai vu tellement de fois que j'en connais quasiment chaque plan par cœur. Bref, un film qu'il faut avoir vu au moins une fois si vous aimez vraiment le cinéma. C'était Tu l'as vu mon culte, nouvelle vidéo hors série des squatteurs de ciné. J'espère vous avoir transmis ma passion pour ce film et vous inciter à le voir après cette vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, nous sommes là pour échanger et n'oubliez pas, un film c'est mieux au cinéma ou en Blu-ray, CD et DVD, quand on aime, on ne compte pas et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao.